Quand on me posait la question pourquoi l'enfant sauvage, j'ai souvent répondu que ça me paraissait le point critique des relations entre l'homme et l'animal. C'était presque la fusion totale et en même temps c'était une impasse. C'est pour ça que ça m'avait intéressé. Donc en réalité, ce qui me suit depuis le début autant que l'écriture, c'est la question de l'animal. Avec néanmoins une modification de posture qui me semble vraiment importante. Je dirais qu'en vieillissant, je suis de plus en plus animal. Et je distingue de moins en moins la sphère de l'humain et la sphère de l'animal. Et très souvent, en étudiant ce qu'on appelle encore des interactions, mais qui sont plutôt des coactions. Enfin, il me semble que la plupart des animaux sont pleinement sujets, ont des initiatives, ne répondent jamais exactement à ce qu'on attend d'eux. Et ça me paraît tout à fait intéressant. Par ailleurs, les taxonomies, donc la manière que l'on a de classer aussi bien les plantes que les animaux, ont toujours été en quelque sorte un objet d'intérêt des ethnologues, parce que c'était un bon mode d'accès à la fois à la langue, on apprend le vocabulaire, mais aussi à la manière d'appréhender le monde dans lequel on évolue, en fonction des lieux où on place les cloisons, les classifications. Eh bien, on comprend comment le monde s'articule pour les personnes avec lesquelles on travaille. Donc, l'animal et les taxonomies m'intéressent au plus haut point, même si ça transite par des formes que je ne réaliserai sans doute plus comme ça aujourd'hui, comme c'est le cas pour l'article sur la chauve-souris et l'hirondelle, qui est vraiment un article structuraliste, en fait, qui utilise l'animal inclassable par excellence, encore une fois, celui qui se dérobe à tout, la chauve-souris, qui est quand même, qui fait tout à l'envers, au sens propre et au sens figuré. On a tendance dans les vieux livres d'histoire naturelle à la classer parmi les oiseaux. Elle vole quand même, mais en même temps, elle a ses petits comme mammifères, elle les allaite. Et ça, c'est extrêmement troublant. Et on se rend compte que dans les récits qui portent sur la chauve-souris, il y a un moment où les choses bougent aussi nettement, notamment dans certains recueils d'emblèmes. La chauve-souris qui va devenir pour nous un animal à connotation diabolique, parce qu'elle vit la nuit, parce qu'elle dort la tête en bas, parce qu'elle est liée à des pratiques sorcellaires, ou que l'on l'utilise pour faire fuir les mauvais esprits et les sorciers et les incendies en les clouant vivantes sur les portes. On ne sait pas très bien où est le mal et le bien dans cette affaire-là. Donc, la chauve-souris qui va devenir un animal maudit ne l'a pas toujours été. Et dans les recueils d'emblèmes notamment, on la dépeint en train d'allaiter ses petits. Et on dit c'est une bonne mère parce qu'elle a des seins et des dents. Et là, c'est intéressant parce que les dents, c'est le sang, évidemment. Et on se rend compte qu'à ce moment-là, le rapport avec la nourriture sanguinolente n'est pas interprété négativement, puisque ce sang va être transformé en lait qui va permettre de nourrir les petits. Et à l'encontre de la chauve-souris, l'hirondelle, qui est souvent mise en opposition avec la chauve-souris, passe, elle, pour une mauvaise épouse. C'est la fiancée rebelle, celle qui n'accepte pas vraiment de se marier et qui, dès lors, n'a pas de petit. Donc, elle est vraiment à l'autre pôle, je dirais, de la sphère. Et pourtant, les deux animaux ont en bien des points des comportements éthologiques semblables. Elles se nourrissent toutes les deux à peu près dans les mêmes périodes de la journée, avec des vols tout à fait acrobatiques. Et on décrit la chauve-souris comme ayant un vol maladroit, ce qui est tout sauf vrai, et l'hirondelle comme ayant un vol absolument merveilleux. Donc on voit se polariser dans nos représentations les valeurs qu'on attribue aux animaux, mais ces valeurs sont des valeurs qui ne sont pas universelles et qui ne sont pas immobiles. Elles changent même complètement
d'un endroit à l'autre. On voit vraiment dans les recueils d'emblèmes, on voit le texte qui change. La même gravure, mais le texte change. Et donc, ce qui m'avait intéressé, c'était ça, c'était cette espèce de contre-clé de voûte que représentait la chauve-souris, avec la sable. Mais je dis, c'est pas un travail sur lequel je reviendrai tellement aujourd'hui. Je ne le ferai plus sans doute de la même façon. Par contre, Corps et âme, écrit avec Vinciane, ou Si les animaux dessinaient des cartes, là c'est autre chose. En fait, ce qui intéressait Vinciane dans la recherche que moi j'avais menée, c'était le rapport au corps de l'enfant sauvage. Et donc aussi le rapport à la domestication du corps des enfants qui ne sont pas sauvages. Et la manière dont les sensorialités sont développées différemment. Et le résultat de scinder le corps et l'âme. Nous scindons, depuis les modernes, nous scindons le corps et l'âme. Et les enfants sauvages, ben, ils ne scindent pas. C'est une scission qu'ils ignorent complètement. Donc ça nous semblait intéressant de creuser ça, tant du point de vue philosophique que de pratique psychologique ou pédagogique. Comment est-ce qu'on récupère notre corps? Nous y sommes finalement très mal préparés dans la philosophie européenne et eurocentrée. Nous sommes mal avec notre corps, voilà. Et on se disait, ces enfants, ils ont la plénitude de leur corps à certains moments, c'est clair. Ils courent vite, ils sentent bien, ils voient loin. Il y a beaucoup de traits chez eux qui donnent un sentiment animal d'aisance. D'ailleurs, c'est une vieille nostalgie aussi quand on voit se déplacer un animal, que ce soit un grand félin, que ce soit... On est émerveillé par l'aisance, l'élégance. Tout ça a l'air d'être si simple, d'être si léger, si peu raide, qu'on ne peut qu'en avoir la nostalgie. Et c'est sur la base de cette nostalgie-là que nous avons voulu travailler au moment où nous avons écrit sur les enfants sauvages. Et puis, grand tournant aussi, et grande collaboration, celle qui va me rapprocher de Catherine Mougelot au-delà des cours, puisque nous étions rencontrés via les cours et les études de cas d'animaux. Et puis, nous allons petit à petit réaliser qu'il y a des tas de choses à faire autour de ces animaux, et notamment une chose vis-à-vis de laquelle j'étais assez réticente au début. Moi, par exemple, je m'intéresse toujours au renard. Mais comme tout bon Européen, le renard de la campagne, quoi, celui que je voyais dans le pré à côté de chez moi. Et puis en allant voir d'un peu plus près ce qui se passait en ville, ce qui a priori ne m'intéressait pas vraiment au départ, j'ai découvert que c'était tout à fait passionnant et que notamment les renards avaient décidé de déménager, car on ne les a jamais amenés en ville, ils y sont venus tout seuls. D'ailleurs, en suivant ce que les chercheurs sont seulement en train de redécouvrir aujourd'hui, non pas les trames bleues et vertes chères aux Français, mais les trames grises, c'est-à-dire les routes, les voies ferrées, tout ce qui était déjà tracé. On les suit. De toute façon, les hommes ne descendent pas des trains en marche, donc on peut très bien parcourir une voie ferrée sans avoir le moindre inconvénient. Donc, on s'est rendu compte que ces animaux venaient vers les villes et s'y installaient, qu'il y avait plus de renards en ville qu'il n'y avait de renards au champ. Et ça aussi, c'était tout à fait surprenant. Qu'ils y vivaient moins vieux, mais qu'ils en tiraient quand même un grand bénéfice. Ils ne retournaient pas vers la campagne. En fait, ils meurent essentiellement d'accidents de voiture, parce que c'est le seul gros inconvénient des villes. Mais par ailleurs, ils se font des alliés humains, le renard ayant l'aspect qui est le sien, c'est-à-dire un aspect assez séduisant, finalement. C'est un chien-chat à plus d'un titre. Il est tellement silencieux, il a les pupilles verticales du chat, mais les capacités du chien. Enfin, c'est un curieux animal qu'on hésite aussi parfois à classer. On m'a déjà dit à plusieurs reprises, mais c'est pas un canidé. Eh bien si, c'est un canidé. Et donc c'était tout à fait intéressant de voir comment eux avaient choisi de venir en ville et comment ils y vivaient. Donc ils y trouvent des alliés, des personnes qui s'émerveillent de les voir débouler dans leur jardin comme une petite boule de feu et qui se disent, mais là où je vis, c'est vivable puisque les animaux sauvages viennent aussi y vivre. Donc tout d'un coup, on voit la situation qui se retourne
C'est pas la sauvagerie qui est la seule vivable, c'est au contraire le monde urbain qui partage avec eux de la nourriture. On les a filmés pour un petit film réalisé sur la biodiversité à Bruxelles. Le réalisateur est allé filmer les renards bruxellois. Ils entrent dans certains appartements de personnes âgées qui ne savent presque plus marcher, qui ne savent même pas aller mettre la pâtée dans la cour. C'est rien, le renard vient tous les jours manger sa pâtée ou ses ailes de poulet, et puis il repart. Donc il y a vraiment des échanges qui se font avec certains citadins. Néanmoins, il y a aussi beaucoup de problèmes avec d'autres citadins qui sont très, je dirais, très psychorigides, qui ont très peur de tout ce qui est animal, comme si un renard de 3 à 7 kilos pouvait les bouffer, quoi. Il n'y a pas grand risque, il n'y a plus de rage, il n'y a plus... évidemment, il y a toujours des zoonoses, mais il y en a pour tant d'animaux qu'on ne les sort que pour ceux qu'on veut battre, quoi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc, certaines personnes rouspètent parce qu'il y a des terriers dans leur jardin, parce que ça déplace les fleurs, parce que ça monte dans les corniches, parce que quand on fait un barbecue, c'est le renard qui finit le barbecue sur la table. Et donc, c'est quelquefois très, très inattendu comme comportement. On en a photographié dans le métro de Londres sur les escalators, absolument pas embarrassés. Donc, ces animaux vont absolument partout sur les échafaudages. Et donc, quand on parle des renards en ville, on a des postures comme ça extrêmement, extrêmement différentes. Les gens ont vraiment des attitudes... qui font de l'attitude très classique, c'est pas leur place, il faut les remettre au bois. Et quand on leur dit, mais ils sont venus tout seuls, ça les perturbe bien un peu, mais ils pensent qu'il faudrait quand même les remettre au bois, en négligeant complètement que ces animaux-là ont une volonté qu'ils savent affirmer, et que si vous les mettez au bois, ils vont peut-être revenir. Enfin, en tout cas, ils y seront moins bien. Moins bien parce qu'ils vont sur le territoire d'un autre renard et que ça va pas bien se passer. C'est pour ça qu'ils y seront moins bien et qu'ils ont choisi d'être en ville parce que c'est un endroit où on ne peut pas tirer, on ne peut pas piéger, on ne peut pas empoisonner parce qu'on met en péril les enfants ou les animaux domestiques. Donc finalement, on est pas mal en ville pour les renards. Il y a ces poubelles, les hommes étant, comme chacun sait, de vrais cochons, il y a toujours de la nourriture à prendre. Donc, ils sont bien nourris. Et si on pouvait transformer les villes en piétonniers, je crois qu'ils seraient tout à fait satisfaits. En plus, j'ai rencontré des gestionnaires de l'environnement à Bruxelles, notamment. Et Monsieur Renard, c'est-à-dire celui qu'on appelle quand il y a des difficultés avec des renards, disait tout à fait benoîtement, il n'est même pas envisageable de les sortir de la ville parce que les renards ont la gestion de leur descendance. Et donc, si vous tuez un renard, il naîtra des renards en plus. Donc il est hors de question d'essayer de les éliminer. Ils vont repeupler le paysage. Tant qu'il y aura une niche avec de la nourriture et de l'espace, ils seront présents. La seule chose qu'on pourrait faire à leur encontre, c'est diminuer les sources de nourriture, donc changer les systèmes de poubelles, changer ce genre de choses, et lutter contre leurs alliés naturels, c'est-à-dire tous les humains qui les trouvent éminemment sympathiques et qui ne manquent pas de les nourrir. Alors je dis ça pour les renards, mais on observe un mouvement semblable avec d'autres animaux, et je serais tenté de dire un peu partout sur la planète. Et parfois, c'est encore plus inquiétant. Il n'y a pas que les renards, il y a aussi les fouines, d'autres petits animaux de ce genre. Il y a des rapaces qui se trouvent très bien à des tours qu'on a installés dans les villes et des pigeons qui prolifèrent. Donc, il y a toute une série d'animaux qui se sont refait une niche écologique dans les villes. Mais au-delà de ceux-là, on sait par exemple que les sangliers, qui sont par ailleurs en surnombre à peu près partout, en raison du climat, le climat plus doux leur permet d'avoir plus de nichés sur une année, mais en plus les chasseurs les nourrissent. Pourquoi est-ce que les chasseurs les nourrissent? Pour qu'ils n'aillent pas se nourrir dans les champs du fermier d'à côté, sinon ils doivent dédommager. Donc ils ont plus de nourriture, ils ont un temps plus clément, et donc ils ont plus de bébés et plus de prédateurs. Quand on me dit ça, j'ai envie de dire, vous savez, le loup revient, ça n'a pas que des inconvénients. Donc, il y a peut-être là aussi des choses à équilibrer si on est vraiment gêné. Mais dans une ville comme Berlin, il y a au moins 8000 sangliers sauvages présents. Donc, c'est énorme comme densité de population.
Et un sanglier, c'est pas un renard, quoi. C'est pas 7 kilos. C'est autre chose qui se déplace. Ils ont d'ailleurs été suivis par des photographes et on les voit absolument tranquilles. Une laie traversant la route dans un passage clouté avec ses petits. Un autre qui dort sur une bande entre les bus, tout à fait tranquille, en pleine journée. Et donc, on voit des animaux de tout type réapparaître. Les ours, là où il y en a. Je me suis laissé dire qu'il arrivait à des pumas de courser des cyclistes sur la côte ouest américaine. On doit rouler vite. Donc, il y a là des animaux qui déménagent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils déménagent de leur propre chef, en suivant les routes qu'ils ont estimées les meilleures, et pas nécessairement celles qu'on leur réserve. Donc, tous ces phénomènes-là me semblent très intéressants aussi, parce qu'ils permettent d'étudier d'un peu plus près les règles de cohabitation. À une époque où nous ne supportons pas les migrants, il est intéressant de voir comment les animaux donnent des leçons en disant on est là avec vous, vous savez, et puis vous ne nous gênez pas. C'est un peu ça qu'il y a derrière leur familiarité. On peut être là ensemble, différemment, et pourtant en paix, coexistant. Et donc ça je trouvais ça très gai. De voir cette capacité, cette initiative qu'ont les animaux de s'imposer discrètement, mais avec assurance. Et puis après, on ne peut pas faire marche arrière. Ils sont là. Alors avec Catherine Mougenot, nous avons bien sûr travaillé sur ces animaux qui déménagent et sur les questions de diplomatie que ça entraîne. Et puis, nous avons aussi travaillé sur les éléphants d'Amboseli. Donc, on s'est déplacé vers le sud et vers cette querelle très vive qui a opposé de très grands scientifiques, de très grands éthologues, qui est, le nom m'échappe maintenant, rappelez-le-moi, un éthologue, un des premiers éthologues anglophones du Kenya, qui est blanc mais kényan. Et Moses, c'est la femme, qui, elle, vient plutôt du monde de la culture. Oh, il faudrait que je recherche. C'est le patron de la réserve d'Amboseli. C'est un ami de Bruno Latour aussi. Et c'est quelqu'un qui a étudié les problèmes de surpopulation des éléphants dans Amboseli. En tout cas, il a sous-entendu que la déforestation, sous-entendu, éprouvé que la déforestation était le fait des éléphants, la présence des éléphants. Alors là, derrière, il y a toute la création des parcs naturels, avec ce que ça suppose, de déménagement des humains qui y vivaient aussi, et de déplacement spontané des éléphants vers la réserve, c'est-à-dire vers un lieu où ils sont protégés, et les éléphants sont tous sauf sots. Donc, ils se rendent très bien compte des endroits aussi où il y a moins de braconnage, où il y a moins de tirs. Et donc, ils ont tendance à se rassembler dans ces parcs naturels et donc à créer un effet de surpopulation dans des parcs comme Amboseli. Alors, l'opposition entre Moses et celui dont j'oublie le nom, elle tient, à mon sens, à leur échelle d'études. Tous les deux sont vraiment parmi les premiers à avoir créé des études éthologiques approfondies sur les grands mammifères africains. Et lui, en tout cas, avait voulu intégrer les Maasai, notamment, au parc, ce qui est intéressant. Parce que jusqu'alors, on ne faisait pas de lien entre la protection de la nature et l'intérêt ethnologique ou la liberté des gens à vivre simplement. Il y a un proverbe Maasai qui disait les vaches font la forêt et les éléphants font la prairie. Et donc ce proverbe montre la complémentarité de la présence simultanée, ou en tout cas entre-suivie, des troupeaux de vaches et des troupeaux d'éléphants. Là où les éléphants passent, ils abattent le pan de forêt qui pourrait par ailleurs déranger les vaches dans leur pâturage. Et là où les vaches pâturent et automatiquement bousent aussi, elles permettent à la forêt de repousser. Le tout est une question d'équilibre entre les deux. Et donc, ce qui les oppose, c'est l'échelle à laquelle ils travaillent.
Lui fait des statistiques. Il travaille tout à fait de manière scientifique. Il va mettre en place un dispositif avec des hauteurs de cordes différentes pour clôturer des espaces boisés, de telle manière qu'il va pouvoir démontrer très facilement que là où les cordes permettent à un éléphant de passer, forcément c'est aplati. Et là où la corde ne le permet pas, l'espace boisé est préservé. Et donc lui aussi, il fait des études par avion. Donc je serais tentée, et c'est ça que nous avions développé dans cette recherche, je serais tentée de dire que le mode de connaissance scientifique est ici un mode de connaissance analogique. C'est la vue de Dieu, vue d'en haut, qui préconise des conseils de gestion. Cynthia Mose, elle, de son côté, va être complètement décrédibilisée parce qu'elle ne pourra pas faire la preuve de sa posture, qu'elle va s'énerver. Enfin, c'est le dispositif expérimental qui est celui de son concurrent est totalement imparable. Et elle, au contraire, essaie de montrer qu'on ne peut en aucun cas décider qu'on va tuer des éléphants pour rétablir un équilibre de population, parce qu'elle les connaît les yeux dans les yeux. Ça fait des années qu'elle les suit à hauteur humaine et elle est tout à fait dans une autre échelle d'approche. Elle connaît les mamans, les descendants, elle refait des généalogies. Elle a mis en évidence à propos de la connaissance des éléphants des choses absolument extraordinaires qui n'avaient jamais été éclairées avant elle, alors qu'elle n'était pas une naturaliste d'origine. Elle l'a appris sur le terrain. Et donc, elle protège, elle, les éléphants contre vent et marée, y compris contre les Maasai qui, quelquefois, ont bien des griefs à faire aux éléphants. N'hésite pas à l'occasion à en tuer un. Elle ne peut pas supporter ça parce que, pour elle, tuer une matriarche, c'est tuer une bibliothèque, quoi. C'est vraiment le même principe qu'un vieillard qui meurt. C'est tout un porte-savoir qui disparaît. Et elle met en évidence que les matriarches savent. Elles connaissent les déplacements, les moments de se déplacer, les points d'eau, y compris dans les périodes de grande sécheresse où vraiment le troupeau est en danger. Et donc, pour elle, on ne peut pas faire de prélèvement chez les éléphants. Elle les connaît personnellement. Vraiment, c'est vraiment ça qu'on sent. Et faire admettre ça à une assemblée de scientifiques et de gestionnaires de l'environnement, c'est effectivement très difficile. C'est un mode de savoir tout à fait divergent des dispositifs expérimentaux. Et ce que nous voulions montrer, c'était précisément la différence de connaissances qu'il pouvait y avoir entre l'un et l'autre, et dire c'est pas comparable. Ils ont tous les deux raison d'une certaine façon. On ne peut pas les mettre en concurrence. Tous les deux apportent des choses et il ne faut pas disqualifier la connaissance de Cynthia Mose parce qu'elle est interpersonnelle avec les éléphants. C'est pas une raison de disqualifier cette connaissance, c'est une connaissance réelle. Elle a pu notamment mettre en évidence le fait que les éléphants reconnaissaient les ossements de leurs parents. Elle avait des collections d'ossements qui lui servaient à faire des analyses pour comprendre les causalités des maladies ou de la mort. Et puis elle a observé des éléphants qui venaient tâter les crânes, mais ils ne tâtaient pas n'importe quel crâne. Ils choisissaient le crâne qu'ils tâtaient, et qu'ils caressaient, et c'était extraordinaire. Et en fait, après, en confrontant la numérotation du crâne et ses notes par ailleurs, elle se rendait compte que c'était la maman de l'éléphant qui venait caresser. Donc c'est assez extraordinaire comme échange et on ne peut que comprendre sa position. Mais c'est peut-être aussi une position de femme. Je ne sais pas, parce qu'on a en vis-à-vis un homme qui gère de manière plus mathématique, plus statistique, plus scientifique, et puis une femme qui gère par la relation. C'est tout autre chose. Donc, c'est là toute une série de choses que nous avons eu l'occasion de développer avec Catherine, avec Dorothée, avec les gens de la faculté des sciences, et qui sont loin d'être achevées. Je pense que là aussi, il reste beaucoup de choses à faire en commun, ensemble, et c'est un vrai plaisir de le faire.